La présentation a été brillante, mais je vais vous montrer, si vous vous basez un peu sur les faits, on devrait pouvoir faire basculer le vote qu'il y a eu tout à l'heure. Alors moi aussi, j'ai été obligé de faire une sélection, on a peu de temps, mais vous allez voir qu'il y a un peu plus de choses à dire. J'ai des liens d'intérêt, on a beaucoup d'innovations en neurologie, il y a beaucoup de laboratoires qui sont dans le domaine. Je vais commencer par la sclérose en plaques. On a beaucoup de traitements depuis une trentaine d'années. Ces traitements sont extrêmement efficaces pour jouer sur la partie inflammatoire de la maladie. On a encore des difficultés pour la part neurodégénérative. Pour les traitements dans la part inflammatoire, on en est plutôt à voir comment on déprescrit. Il y a eu une belle présentation de Nicolas Collongue tout à l'heure sur cette déprescription. Donc ça fait aussi partie des choses qui avancent de notre côté. Mais on s'intéresse aussi à des choses très basiques. C'est la vitamine D, ça c'est des données françaises. C'est un professeur Touvenot de Nice qui a montré que supplémenter à haute dose en vitamine D, ça fonctionne. Chez des patients qui ont eu un premier événement qui évoque une sclérose en plaques, ça permet de réduire de façon nette le risque de nouvelles poussées inflammatoires. Donc on essaye aussi de valider des choses assez simples. On n'a pas que des traitements de haute efficacité, il faut aussi utiliser les choses simples, facilement disponibles. Mais dans les nouveaux traitements, là il y a un inhibiteur d'une kinase un peu particulière, la tyrosine kinase de Bruton, qui a montré pour la première fois une efficacité sur la part neurodégénérative. Donc même sur cette part de la maladie qui était très difficile à traiter jusqu'à présent, on commence à avoir des armes qui fonctionnent, donc le tolebrutinib qui arrive. Je passe au neurovasculaire. En neurovasculaire, on a la thrombolyse, la thrombectomie qui marche très bien quand on agit très vite. Ça nous donne déjà des armes assez importantes. Mais il y a 2 articles, là aussi je suis resté que sur du New England, publié dans les 3 derniers mois. Entre 4h30 et 24 heures après le début des signes, il y a encore du parenchyme à sauver. Et donc sur la circulation antérieure, on peut faire une thrombectomie jusqu'à 24 heures. Sur la circulation postérieure, on peut faire une thrombolyse jusqu'à 24 heures s'il y a encore du parenchyme viable. Et effectivement, l'IRM ou le scanner de perfusion nous permettent d'évaluer ces choses. On a des lésions à voir. Les GLP-1, c'est parfait, ça a été introduit déjà largement. Dans le circuit de la récompense, c'est impliqué. Et dans la maladie de Parkinson, il y a cette étude qui a été publiée il y a 1 an par une équipe française, par le professeur Meissner, qui montrait une efficacité des agonistes GLP-1 sur l'évolution de la maladie de Parkinson. Bon, j'essaye de vous présenter les données objectives. Et là, tout récemment, il y a une 2e étude sur le GLP-1 qui a montré sur une étude un peu plus longue, avec exactement les mêmes patients que dans l'étude française, que ça ne marche pas. Et donc les auteurs n'ont pas vraiment d'explication sur le pourquoi l'un marche, pourquoi l'autre ne marche pas. Alors ce ne sont pas exactement le même. Il y a l'ixizénatide d'un côté, hexézénatide de l'autre, mais dans les phases 2, les 2 avaient marché très bien. Donc cette phase 3, on n'a pas l'explication. Je préfère là aussi être tout à fait transparent, mais on a des données intéressantes. Il va falloir voir pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas et quelles sont les sous-populations chez qui il peut y avoir un intérêt à utiliser les agonistes GLP-1. Dans la maladie de Parkinson, on a quand même des traitements qui avancent. Et là, c'est une étude française encore, équipe lilloise. C'est une preuve de concept. On est encore sur un nombre relativement limité de patients. Mais quand on met en place un cathéter intracérébroventriculaire avec une pompe placée au niveau abdominal qui est remplie toutes les semaines, on peut avoir une diffusion de dopamine de façon continue qui permet une amélioration symptomatique meilleure que les traitements par dopa par voie orale. Donc, ils ont prouvé que ça marche. Les études plus larges vont être conduites, mais on a aussi cette approche-là qui est intéressante dans la maladie de Parkinson. Dans la myasthénie, je ne sais pas si vous avez suivi les évolutions, mais là, sur les 3-4 dernières années, il y a plusieurs traitements qui sont arrivés. On utilisait traditionnellement les corticoïdes, les immunosuppresseurs, le rituximab depuis quelques années, pour réduire les anticorps pathogènes qui vont bloquer au niveau de la jonction neuromusculaire. On a maintenant l'efgartigimod, qui est un bloqueur du récepteur FC, qui marche de façon très intéressante. Le ravulizumab, qui est un anticomplément, qui a aussi prouvé son efficacité. Et tout récemment, encore dans le New England, une phase 3 sur un anti-CD19,
qui marche de façon très nette sur ces myasthénies en add-on des autres traitements. Donc, dans la myasthénie, maladie auto-immune difficile à traiter jusqu'à présent, on a de plus en plus de choses qui nous permettent de stabiliser les patients. Pour la cognition, il y a eu une très belle session où les biomarqueurs ont déjà été évoqués, avec Nicolas Villain, Boris Chaumette qui nous parlaient de biomarqueurs. Alors, si on regarde la vision nord-américaine, on peut maintenant faire du diagnostic uniquement sur prise de sang et parler de maladie d'Alzheimer. Si on regarde ce que donnent ces marqueurs, il y a 90% de sensibilité, spécificité, si on regarde la protéine tau 217 phosphorylée. Il y a des données françaises, avec notamment Nicolas Villain et Vincent Planche qui menaient cette étude, qui montrent qu'il faut être quand même extrêmement prudent avec ce diagnostic purement biologique. Si on demande à des gens, enfin, si on analyse chez des gens qui ont uniquement une plainte cognitive, mais sans avoir fait un bilan neuropsy en faveur d'une maladie d'Alzheimer, on va avoir des tas de faux positifs. La valeur prédictive positive, elle est à 53%. Donc je suis plutôt pour la vision française. La clinique doit primer sur les biomarqueurs. Les biomarqueurs, c'est une aide qui est très utile dans certains cas, que ce soit le TEP ou les biomarqueurs sanguins, mais on ne va pas traiter des patients qui ont juste un diagnostic biologique. Et dans les traitements qui arrivent, il y a le lecanemab qui a été approuvé, AMM européenne toute récente, et on voit la communication des associations de patients en disant un médicament qui fait clairement ses preuves lors des essais cliniques de phase 3. Alors, effectivement, c'est une première, mais moi je vais être un peu plus modéré, me tenir à ce que les auteurs ont noté. Le lecanemab réduit le déclin cognitif par rapport au placebo avec 18 mois de suivi, mais avec quelques effets indésirables. Si on regarde les courbes, effectivement, ça se détache, mais on diminue un peu la pente de la courbe. On ne transforme quand même pas complètement le pronostic de nos patients. Et il faut vraiment traiter le sous-groupe chez qui ça marche le mieux. Et éviter les effets indésirables. Il y a chez certains patients des anomalies à l'IRM associées à l'amyloïde, ce qu'on appelle les ARIA. Et il peut y avoir des cas assez spectaculaires avec des grosses lésions inflammatoires ou hémorragiques. Donc ce traitement, ça peut être un vrai plus pour les patients, mais sur une population très sélectionnée avec un faible risque d'ARIA. Pour la narcolepsie, je voulais quand même dire un mot de cette étude française, là encore, l'équipe Montpellier-Rennes, qui a montré avec un traitement qui agit sur le récepteur de l'orexine. Là, vous voyez sur le trait en gris, c'est la latence d'endormissement d'un patient narcoleptique. On est à 0 minute. Vous le posez, vous éteignez la lumière, il s'endort. Avec le traitement, même avec les plus petites doses, on arrive à une latence d'endormissement qui a 10, 20, 25 minutes. Vous leur redonnez une vie normale et vous regardez sur tous les paramètres secondaires. Ils n'ont plus, sur l'échelle d'Epworth, de somnolence diurne. Ils recommencent à vivre normalement. Donc, vrai progrès thérapeutique aussi pour ces patients. Pour la douleur neuropathique, on a publié tout récemment des nouvelles recommandations sur l'utilisation des différents traitements. Là, pas de grande révolution, mais c'était juste pour dire un mot sur la RTMS, que vous utilisez largement en psychiatrie. En neurologie, c'est validé aussi. Et c'est maintenant dans les mêmes recommandations. Il y a le pharmacologique et le non-pharmaco qui apparaît au même niveau. Donc la RTMS est utilisée en routine clinique avec un niveau de preuve suffisant. Et après, je ne pourrais pas détailler tout ce qu'il y a d'autre, mais là aussi, des études publiées dans des très belles revues. Sur la migraine, on a plein de biothérapies. Les anti-CGRP depuis quelques années, alors avec le problème de remboursement en France, mais les anti-PACAP qui vont arriver aussi et qui devraient permettre de traiter encore d'autres patients. Pour les polyradiculonévrites chroniques, l'efgartigimod qui a prouvé son intérêt dans la myasthénie a aussi un intérêt dans ces maladies-là. Pour la SLA, on a pour l'instant plusieurs traitements qui ont échoué, mais dans les formes génétiques, quand il y a une mutation SOD1, les oligonucléotides antisens permettent de stabiliser les choses de façon prolongée. Dans l'amylose, les ARN interférents ont transformé la vie des patients, où on maintient des patients avec une qualité de vie et une espérance de vie qui est tout à fait bonne. Dans les glycogénoses, il y a les enzymothérapies de substitution qui ont là aussi transformé la vie des patients et qu'on utilise maintenant en routine. Dans l'amyotrophie spinale,
Là aussi, on est sur de l'oligonucléodidentisance ou de la thérapie génique et on transforme la vie de nos patients. Bon, je ne peux pas vous présenter tout dans le détail, mais j'espère que vous aurez vu qu'il y a quand même beaucoup plus de nouveautés côté neurologique et on va pouvoir repasser au vote, voir qui vous a convaincu.